Eh bien, bonjour à tout le monde et bienvenue sur les histoires de transformation d'ultra-ordinaire, sur cette nouvelle série d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur d'être avec Nancy. Nancy qui nous vient tout droit de Belgique. Et justement, pour fêter ses 40 ans, elle a décidé de faire quelque chose qui est complètement fou, qui était justement de traverser le désert marocain en participant justement au Marathon des Sables Trek. Ce que j'adore dans son histoire, c'est qu'elle ne vient pas du tout du monde du sport. C'est une femme du quotidien, une battante qui a décidé de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son quotidien. Et pour vous dire, elle a même arrêté de fumer pendant sa préparation. Ce qu'elle a vécu, c'est bien plus qu'une aventure sportive, c'est une aventure intérieure, un cadeau qu'elle s'est offert pour marquer un tournant dans sa vie. Aujourd'hui, elle va nous partager son parcours, ses peurs, ses moments forts et ce qu'elle a et ce que cette traversée du désert lui a appris sur elle-même. Donc à toi qui regardes cette vidéo, si tu te dis j'aimerais faire quelque chose de fort pour moi, mais je me sens pas forcément prête, pas forcément sportive, pas assez ceci ou pas assez cela, eh bien écoute bien l'histoire de Nancy parce que elle a décidé de ne plus attendre. Bonjour Nancy, comment Bon. vas-tu? Ah ben, je vais très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Ça va Est-ce que bien. tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, un petit peu voilà d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, un petit mot sur toi. Eh bien, donc, je m'appelle Nancy. J'ai eu 40 ans au mois de mars cette année, 85. Je suis née en 85. Et je suis institutrice maternelle. Voilà. Je suis pas quelqu'un de sportif. Je marche. Je promène mes chiens. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et raconte-nous un petit peu pourquoi avoir choisi justement le marathon des sables Trek. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de partir marcher dans le désert pour tes 40 ans? Alors, au début, on voulait trouver une activité un peu hors du commun avec mes amis pour fêter nos 40 ans. Donc, on s'est tourné vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Finalement, on ne trouvait pas quelque chose de sécurisé, en fait. Il n'y avait pas vraiment d'étape très, très claire. On n'arrivait pas vraiment à se projeter dans ce délire-là. Et puis, bah, à force de recherche, j'ai une collègue qui me dit, «Ah, moi, j'ai vu qu'il y avait un trek marathon des sables. C'est faire 120 kilomètres dans le désert du Maroc.» Ok, t'as pas autre chose? Je sais pas. Ah, mais va voir, c'est intéressant. Donc, je suis allée voir. J'ai regardé les vidéos, j'ai regardé plein de reportages et je me suis dit, bon, en fait, pourquoi pas? C'est le trek, c'est pas en autosuffisance, j'ai pas apporté ma nourriture, pourquoi pas? Donc, je contacte mes amis qui disent oui au départ. Et puis finalement, ben, la vie fait que ça n'a pas été possible, le changement de travail, pas possible de prendre congé. Moi, pour le trek, ben, c'était le seul trek MDS possible qui avait lieu pendant les vacances scolaires. Donc, j'ai pris. Je me suis dit, tant pis, j'y vais. Donc voilà, à la base, ça part d'un truc un petit peu plus sympa qu'un resto entre copines pour nos 40 ans. On voulait vraiment marquer le coup. Voilà, on l'a marqué. Je l'ai marqué en tout cas. Et souvent tu dis que tu n'étais pas forcément une grande sportive à la base. Et c'est quoi justement ta relation au sport justement avant de commencer cette aventure? Alors, j'ai mis du temps en tant qu'enfant à trouver ce qui me plaisait. J'ai essayé la danse, j'ai essayé le basket parce que je suis très grande et que donc les grands ils vont au basket. J'ai pas aimé. J'ai toujours vraiment aimé la natation, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de natation et de natation synchronisée que j'ai arrêté parce que bah, voilà, la vie fait que il y a un moment, on prend le travail, on rencontre des gens et puis ben, les entraînements le vendredi à 20h jusqu'à 22h, c'est compliqué, le samedi aussi. Donc j'ai fini par arrêter et ça faisait 10 ans que j'avais plus fait de sport. Donc voilà, à part, comme je disais, aller promener mes chiens, marcher, c'est tout ce que je fais. C'est ce que je fais encore. Et avant de te lancer dans cette aventure, c'était quoi tes plus grosses difficultés quand tu t'es lancé dans cette aventure justement du Trek Maroc? Les plus grosses difficultés, c'est le regard des autres, la croyance que les autres ont en nous. Beaucoup, donc j'ai commencé ce délire, si on peut appeler ça un délire, au mois de novembre, donc ça fait un an. Et au début, quand je l'ai dit, je me souviens que mon mari m'a dit, ben, ça te prend comme ça.
Donc, cette idée, elle te vient comme ça, bam, et tu vas le faire. Bah, oui, oui, pourquoi pas. Enfin, une idée, il faut bien que ça arrive à un moment. Je vais pas la mûrir pendant 3 ans. Donc, je crois que le plus difficile au début, ça a été vraiment le regard des gens et rassurer les gens de mon entourage. Et à ce moment-là, justement, tu te sentais comment dans ta tête, dans ton corps? Est-ce que tu avais des besoins de changement, de retrouver de la confiance ou te prouver quelque chose? Ben, à ce moment-là, ça a été dur parce que ben, l'estime de soi, elle en prend un coup. Quand nos proches ne croient pas en nous, c'est très, très compliqué. Et là, je me suis dit, bon, en fait, mince, tu vas leur montrer qu'ils ont tort et que tu as raison et que tu es capable de le faire. Donc, j'ai tout mis en place. Enfin, j'ai tout mis en place. J'ai fait en sorte d'y arriver, en tout cas. Et justement, tu m'avais partagé au tout début que tu avais justement arrêté de fumer un petit peu avant le début de la préparation. Ça, c'est énorme. Qu'est-ce qui t'a donné de la force en fait pour le faire? Je fumais. Je fumais depuis très, très, très longtemps. Comme beaucoup de fumeurs, j'ai arrêté beaucoup de fois. J'ai souvent repris parce qu'il y a des événements traumatisants qui arrivent, la perte de quelqu'un. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses pas qui nous, mais si, qui nous autorisent à reprendre cette saloperie. Et ici, je me suis dit, en fait, je me suis imaginée derrière, sur l'emplacement du campement et me dire, quoi, je vais allumer ma cigarette devant plein de sportifs. Ça va pas le faire, quoi. Donc là, je me suis dit, non, c'est bon, c'est l'occasion, c'est une bonne excuse. J'ai une bonne raison d'arrêter de fumer parce que ben, ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans mes performances. Et puis, ça ne peut me faire que du bien. Donc voilà, cet objectif du Trek Marathon des Sables m'a permis d'arrêter de fumer. Et à un moment, tu as dit justement, tu as décidé de ne pas faire cette préparation seule. Tu t'es dit, OK, j'ai besoin d'un cadre, d'un accompagnement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là? Alors, ben, étant donné que je suis une bonne nageuse, mais pas forcément. Oui, je marche, mais je marche 10 kilomètres. Donc, marathon des sables, faire 20 kilomètres, ça allait être compliqué. Pour moi, j'étais obligée de me faire accompagner pour être sûre d'être bien entourée, de faire les bonnes choses, d'avoir les bons gestes. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas et te lancer dans le programme? Raconte-nous un petit peu comment ces choses-là sont arrivées. Alors, au début, donc, j'ai pris un coach sportif. Donc, au début, je n'étais pas avec toi, du coup, parce que je n'ai jamais entendu parler des ultra-ordinaires avant une certaine date. Donc, j'ai pris ce coach sportif qui fait le même principe donc, via Nolio et ce genre de choses. Donc, lui m'a appris ben, à marcher, à améliorer mon endurance et ce genre de choses. Et puis, au mois de mars, enfin, donc, j'ai arrêté de fumer au mois de janvier. C'est important de le dire parce qu'avec ça, ben, on prend énormément de poids. Et j'estimais que cette prise de poids, ben, ça n'allait pas non plus. Ça ne rentrait pas en compte avec l'objectif que je me fixais, l'objectif sportif. Je commençais à avoir mal aux genoux, je commençais à avoir des douleurs qui pour moi étaient dues au poids. Et puis, je pense que c'est sur le site, sur le compte Facebook Marathon des Sables, où j'ai vu passer un petit challenge de 7 jours des ultra-ordinaires. Et là, je me suis dit, bah, je vais regarder, ça ne me coûte rien, je vais regarder, je vais écouter. Et puis là, je me suis dit, en fait, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît le Marathon des Sables. Il sait ce que c'est, il en a déjà fait, connaît les courses en étapes. Ben, ok, j'ai mon coach sportif, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Et donc, c'est au mois de mars, si je me souviens bien, je pense que c'est au mois de mars que je t'ai contacté. C'était même le jour de mes 40 ans, je crois, qu'on s'est eu au téléphone C'est vrai, pour c'est dire à vrai. tout le monde, je le fais en même temps. J'avais mes amis étaient encore là. Je t'avais dit, ouais, ouais, ça va être le bazar, mais Ouais, on a eu un premier échange effectivement au début du challenge, juste avant le lancement du challenge. Et puis il y avait la fête qui allait commencer juste à côté, où tu étais éclipsé pour le, le premier appel. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a parlé justement dans la façon de t'accompagner justement dans l'Académie des Ultraordinaires? Donc au début, ce qui m'intéressait, c'était bah, justement donc, tes connaissances par rapport à cette course en étape qui est quand même particulière et qui peut faire très peur. Euh, et, euh, et toute cette bienveillance en fait qu'il y a eu pendant ce challenge, il y avait vraiment des échanges positifs, constructifs, bienveillants.
Et voilà, je sais pas, un feeling, je crois. Un feeling qui est passé. C'est ça qui m'a. Dans un premier temps, c'est ça qui m'a fait me dire il faut que je le fasse, quoi. Il faut que j'essaye en tout cas. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu ressentais à ce moment-là pendant le challenge? Est-ce que y avait un mélange de peur, d'excitation, un mélange des deux? C'était de la curiosité. J'ai vraiment hâte de voir un peu ce que c'était, vers quoi ça allait nous amener. Et, euh, et comme je dis, j'ai très très vite compris que ben, le sujet, tu le maîtrises. Et donc bah là, une fois qu'on sent que la personne qui nous parle, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment bien le sujet, ben, on est mis en confiance. Et la curiosité est toujours là, mais il y a le côté rassurant ben, je sais, il sait de quoi il parle, quoi. Et donc, tu t'es lancé dans cette préparation, hein, en soi un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouvel état d'esprit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée la suite après ce fameux challenge? Ben, donc j'ai continué les entraînements que je faisais avec mon coach. Et alors, ben, il y a eu toutes des mises en place de choses à faire, comme boire de l'eau, chose que je ne faisais pas. En tout cas, c'était pas un automatisme pour moi. Avoir une bonne habitude alimentaire, où je partais très vite, étant une bonne Belge que je suis, j'aime les festivités, j'aime la bonne bière et ce genre de choses. Et donc, bah, c'est très difficile en fait de gérer sa vie sociale et un objectif sportif. Et donc, voilà, de par ces conseils sur l'alimentation et la gestion de tout ça, bah, de la fatigue aussi, l'importance de se reposer, bah, j'ai vraiment réussi à mettre des choses en place grâce à ce suivi qui est fait avec toi. Et justement, comment est-ce que tu as réussi à intégrer toutes ces plans d'action entre ton boulot, ta vie perso, ces nouvelles routines, etc. Comment est-ce que tu as réussi à intégrer tout ça, en fait, à la fois aussi avec tes entraînements dans ton quotidien? Ben, c'était vraiment fait petit à petit, en fait. Je me suis rendu compte que ben, j'ai besoin de structure dans ma vie de tous les jours et dans mon travail. Donc, ben, je me suis appuyée sur mes petits élèves, hein. Comme je suis institutrice maternelle, j'ai mis un responsable gourde d'eau. Et donc, dès que lui allait boire de l'eau, il rappelait à tout le monde d'y aller, et moi y compris. Et donc, c'est devenu un petit jeu au sein de la classe en disant, ah, ils étaient fiers de pouvoir dire à Madame Nancy, Madame Nancy, tu dois faire quelque chose, tu dois boire de l'eau. C'était riche. Et puis, au niveau des entraînements, ben, j'ai gardé ce rythme de temps en temps. Ben, quand c'était des entraînements un peu plus soft, ben, je prenais mes chiens avec. J'arrivais toujours à trouver une petite parade pour dire, OK, il y a le côté festif, il y a le côté social, mais il y a quand même cet entraînement qui doit être rigoureux et qui est là, et qui doit être là. Et donc, bah, finalement, maintenant, j'ai vraiment intégré ce quotidien d'entraînement et cette vie sociale en même temps, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été dur, où tu as commencé peut-être à douter? Oui, c'est dur de se dire, de passer de rien du tout à une structure quasi de faire du sport tous les jours. Donc là, d'office, il y avait 1 ou 2 jours qui passaient à la trappe parce que c'était fatigant, c'était épuisant. Puis c'est bête, mais mentalement aussi, c'est dur de tout programmer, de réfléchir à tout. C'est quelque chose qui est dur, de se dire bah, du jour au lendemain, on passe de 0 entraînement à 5. C'est parce que je pense que c'était ça, c'était 5 entraînements sur 7 jours. Donc c'est pas évident. Mais et là, c'est là l'importance des gens extérieurs et du groupe des ultra-ordinaires qui est important aussi, qui est riche, très riche. Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé à continuer, à rester constante dans ce que tu faisais, de ne pas lâcher Alors, ce qui m'a aidé à ne pas lâcher, parce que la constance, je ne l'avais pas forcément, ben, c'est le fait de pouvoir me permettre de ne pas faire certaines séances d'entraînement sans que ça n'impacte sur le final. Je savais que ben, c'était pas très grave si je loupais 1 heure d'entraînement. Enfin, ça, j'avais demandé quand même au coach ce que je pouvais, ce qui était le mieux que je loupe.
Donc, ben, les week-ends, je savais que les week-ends, c'était clair dans ma tête, c'était les entraînements la priorité. Maintenant, la semaine, ben, quand j'avais des réunions et ce genre de choses, il fallait que je puisse gérer ce planning-là. Donc, il y avait quand même une certaine souplesse au niveau de ce planning et une souplesse que moi, je me suis imposée de mettre aussi. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je me sens prête à aller affronter le désert? Je me suis... Un mois avant, je crois. Je me suis mise un challenge toute seule à me planter ma tente dans mon jardin et à me dire je vais dormir dans mon jardin et je vais faire les 120 kilomètres comme si j'étais là-bas. Je ne les ai pas fait, hein. Je suis arrivée qu'à 90 et quelques, enfin, 90, je crois. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est bon, j'y suis, c'est bon, j'ai fait ça. Enfin, donc, c'est toi qui m'as fait prendre conscience, mais tu te rends compte que tu as fait ça en travaillant. Vu que j'allais travailler, puis je rentrais à la maison, je faisais mes kilomètres. Puis ben, je retournais travailler le lendemain, je refaisais des kilomètres après. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis prête. Et puis, ça y est, le grand jour est arrivé. Départ pour le Maroc. Raconte-nous un petit peu ton ressenti sur cette période où, ok, l'entraînement est terminé et ça y est, je m'envole pour le Maroc. Je commence à mettre les pieds sur le sol chaud. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce moment-là, ton Ben, ressenti? je vais dire un mot que tu n'aimes pas, mais j'étais stressée. J'étais stressée. J'ai fait mon sac une semaine avant, parce que ben, je ne travaille pas le jeudi. Donc le jeudi, une semaine avant de partir, j'ai étalé tout et j'ai fait mon sac. Et puis ben, tout était prêt. C'était bon, je savais que j'avais rien oublié. Et je crois que tous les jours, j'allais vérifier si, ah, il y a ça, est-ce que je l'ai pris? Et je ne savais plus. C'était un stress. Maintenant, le stress aussi parce que je partais toute seule, vraiment toute seule. Euh, et puis après, ben, je me suis dit, OK, c'est bon, je revérifie une dernière fois le mercredi avant de partir. Et là, j'ai mis mes valises dans la voiture. Maintenant, on n'y va plus. C'est terminé. Je ne vais plus dans mes valises. Mais c'était vraiment très stressant jusqu'à ce que j'arrive dans l'avion. En fait, une fois que je suis dans l'avion, j'ai plus le choix. Je peux plus faire demi-tour. Mais oh, l'angoisse, l'angoisse. Et c'est pas l'angoisse des 120 kilomètres dans le désert, hein. C'est l'angoisse de quitter tout seul un endroit pour arriver dans un endroit où on ne visualise même pas où on va arriver. On sait pas, je sais pas quelles sont les personnes que je vais. Enfin voilà, c'était ouf, dur. C'était dur. Et comment tu as géré ce moment-là? Euh, euh, J'ai dit à mon mari, je veux plus y aller. Il m'a dit, mais enfin, tu rigoles ou quoi? J'ai une semaine de tranquillité, tu pars. Donc lui, bah oui, de toute façon, j'allais pas faire demi-tour. C'est un peu bête de faire demi-tour à la porte. Donc, bah, je me suis dit, allez, c'est bon, t'es prête, tout est OK, t'as tout le matériel, tu t'es entraînée comme une folle, t'as fait plein de choses pour y arriver, donc bien sûr que tu y arriveras. Et le plus dur, c'est d'arriver à Marrakech. Et puis une fois que je serai prise en charge par l'organisation, c'est bon. Donc voilà, le plus dur, ça a été vraiment d'arriver, rentrer dans l'avion, atterrir à Marrakech, arriver à l'hôtel et jusqu'à ce qu'on me prenne en charge, que le MDS prenne en charge les transferts. Et ça y est, t'es arrivé sur ce bivouac. Qu'est-ce que tu en as pensé en arrivant sur ce premier bivouac? C'est waouh. C'est waouh. C'est compliqué de décrire ça. Mon sentiment quand je suis arrivée, déjà, c'est un accueil en musique. Enfin, on a une haie d'honneur. On a du thé à la menthe. Il y a des petits gâteaux. On nous dirige vers la tente qu'on allait utiliser. Et puis, je reviens au centre du bivouac. Tout est mis en cercle. Je reviens au centre du bivouac. Je m'assieds par terre. Et je regarde au-dessus de moi et je fais, oh, déjà, c'était magnifique. Un ciel super beau. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'on est venu mettre une cloche au-dessus du campement et que ben, plus rien ne pouvait m'atteindre. C'est un arrêt temporel. Et là, c'est bon, je suis tranquille. Moi, j'ai vraiment ressenti une zen attitude que j'ai jamais eue dans ma vie. Et puis est venu le jour du départ de cette première étape.
Justement, quand tu as pris ce départ-là, tu pensais à quoi, au juste? Alors, il y a déjà la veille du départ, il y a toutes les personnes avec qui j'étais commençaient à se tracasser sur comment ça va être, est-ce que ça va être difficile. Et moi, en fait, je n'étais pas du tout tracassée. Pas du tout. J'étais, bah, ça va aller. Enfin, pour moi, tout le monde s'était entraîné de la même manière que moi. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, non, j'ai eu affaire à des gens qui ne se sont pas du tout entraînés, qui n'avaient, enfin, ouais, qui marchent comme je marchais, une dizaine de kilomètres par-ci, par-là. Et donc, j'étais vraiment très sereine. Et alors, quand je suis arrivée sur la ligne de départ, j'ai l'impression d'être une gamine de ouais, 3-4 ans devant Saint-Nicolas, quoi. Ou devant Père Noël. C'est waouh! Donc, voilà, je me suis, moi, concentrée pour ne pas partir trop vite. Parce que je sais que dans les courses, bah, il y a des gens qui courent et moi, je cours pas. Donc, il fallait vraiment que je me ralentisse. Mais non, c'était magique, le départ. C'était waouh! Et justement, c'était quoi le moment le plus fort de ton aventure? Celui qui restera gravé en toi pour toujours? C'est dur, ça. Il y a tellement de choses. Allez, trois moments si tu veux. Ben, déjà, c'est la rencontre avec les gens. Comme je suis partie toute seule, très vite, j'ai trouvé des gens avec qui parler et au final, ben, l'aventure, elle s'est passée quasi qu'avec ces personnes-là. Donc, je ne me pensais pas capable d'aller aussi facilement vers les gens. Donc, j'ai découvert ça sur moi, déjà, ce côté hyper sociable que je ne pensais pas. Euh, la bienveillance des gens lors de cette course. Les gens n'hésitent pas à s'arrêter. Si vous n'allez pas bien, les gens ils s'arrêtent et ils prennent soin de vous alors qu'ils sont là pour faire une course. Et puis les paysages. Ah, les paysages, ça vaut le coup hein, de grimper ces dénivelés. Est-ce qu'il y a eu un moment difficile? Oui, Ouais, raconte-nous un petit peu et comment tu l'as géré ce moment-là? alors en gros, c'était donc le premier jour de marche. Faut savoir qu'on marche, là c'était le jour le moins chaud. On marche sous 44 degrés ce jour-là. Donc le corps, il n'est pas prêt à ça du tout. La tête, on a beau essayer de se préparer, non. Enfin, moi, ici, le maximum que j'ai eu ici, c'est 35 en Belgique, donc 44. Et ce qui s'est passé ce jour-là, j'arrive à un point de contrôle, un DCP, et je me dis, ben, je vais m'arrêter. Là, je m'arrête, je me pose, je me mets à l'ombre, et je me pose au moins 10 minutes. Et j'entends une dame qui dit, le prochain CP est à 3,2 km. Pour 3,2 km, j'y vais, en fait. Et chose que j'aurais jamais dû faire. J'aurais juste dû m'écouter moi et m'arrêter et reprendre correctement mes esprits, enfin tout le brûle. Dès que j'ai redémarré, j'ai senti que ça n'allait pas en fait. J'avais trop chaud, j'arrivais pas, j'avançais plus. Et puis on a eu une côte. Oh, et celle-là, elle était infinie. J'arrivais pas, j'avançais pas. Tout le monde me dépassait, j'arrivais pas à avancer. Et puis un homme qui m'a regardé, qui m'a fait ça va, et j'ai dit non. Et puis, oh, ok, assieds-toi. Mais il m'a obligée à m'asseoir. Il y en a deux qui sont restés devant moi pour me faire de l'ombre. Et je leur ai dit, mais j'ai froid. Et 44 degrés, t'as froid. Ok, ça va, tu ne vas pas bien. Et donc là, bah, ils appellent les gens, ce que je les ai appelés la patte patrouille. Donc, c'est des gens qui ont un talkie et de quoi te prendre ta glycémie et ton rythme cardiaque. Et alors, ils peuvent prévenir les gilets oranges que tu ne vas pas bien. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où j'ai su que c'était ces gens-là, des gens formés pour me soigner, qui étaient près de moi, bah, je me suis calmée. En fait, j'étais quand même dans une belle crise d'angoisse, je n'arrivais plus à respirer. C'était un peu très traumatisant. Et, euh, et puis voilà, après, je gérais, j'avais de la température, et donc on a dû me refroidir un peu, et puis j'ai pu repartir. Et est-ce qu'il y a eu cet instant où tu t'es dit, je ne pensais pas être capable de ça? Jamais, jamais j'aurais continué ici. Et si ça m'était arrivé ici pendant mes entraînements, j'aurais appelé mon mari pour qu'il vienne me rechercher. Donc, à ce moment-là, j'y pense pas. À ce moment-là, c'est
je me souviens avoir dit aux gens qui m'ont aidé, il est hors de question d'abandonner. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je continue. Je vais me calmer et je vais y arriver. Donc, oui, on a des pouvoirs surhumains hein, quand on est là-bas. C'est l'effet de la cloche C'est ça. temporelle. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans le désert? Euh, Ça aussi, c'est une question qui est difficile. Je dirais ma capacité à prendre du recul. Donc, sur les événements du quotidien, quand on est pris dans la tourmente de notre vie active, on est très vite stressé par plein d'éléments extérieurs. Et ben là, moi, j'avais coupé mon téléphone, donc j'avais vraiment de nouvelles de personnes. Ça fait un bien fou. Et s'autoriser à être seul dans sa bulle, ça nous permet quand même de d'arrêter tous ces, je sais pas comment expliquer, tous ces éléments négatifs qui arrivent autour de nous. Et en repensant à cette aventure aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à tout ce chemin parcouru, à la fois tant dans la préparation que dans cette traversée du désert? Qu'est-ce que tu ressens quand tu y repenses? Alors moi, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment, vraiment aimé me préparer. J'ai adoré cette année, parce que bah, finalement, ça fait un an que je me prépare à ça. J'ai adoré apprendre à marcher, j'ai adoré me retrouver toute seule dans ma bulle pendant mes entraînements. Et j'y suis arrivée, en fait. Voilà, c'est con, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai abouti. J'avais un projet, je l'ai fait, je l'ai mené à bien jusqu'au bout. Donc c'est une fierté, hein. Et aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce que cette aventure et ce programme ont changé pour toi dans ton quotidien? Pas seulement physiquement, mais aussi dans ta façon de vivre, de penser. Alors pour le moment, je dirais que ça me permet d'être beaucoup plus sereine. J'arrive encore à éloigner toutes ces petites choses négatives qui arrivent de notre quotidien, de notre travail et ce genre de choses. Et alors, ce que je retiens de cet accompagnement avec les ultraordinaires, c'est que c'est un accompagnement de fou. Jamais j'aurais pu arriver là sans cet accompagnement-là. Ça, j'en suis persuadée. Ça, j'en suis sûre. L'accompagnement que tu nous proposes, il est sincère, il est réel. Et quand on se retrouve sur place, on se dit, ah ben, heureusement qu'il était là, heureusement qu'il m'a expliqué tout ça. Donc, on arrive vraiment hyper bien préparé. Donc, ouais, non, c'est compliqué d'expliquer ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti au moment où on est parti le premier jour. C'est OK, en fait, moi, je suis prête. Je suis prête. C'est pas forcément grâce à l'entraînement physique que j'ai eu, c'est la préparation mentale que tu nous as fait en amont qui fait qu'on est prête. Et si une femme de 40 ans ou plus te disait, écoute Nancy, j'aimerais vraiment me lancer dans un truc fort comme ça, mais je me ressens pas capable, tu lui dirais quoi? Vas-y, fonce, réfléchis pas. Je lui donnerai tes coordonnées. Je l'ai fait. Et qu'est-ce que tu dirais à la Nancy d'il y a 10 ans? Là maintenant, Ouais. c'est que je me dirais, oh, arrête de te sous-estimer, crois en toi, bordel. Tu vas faire des choses de dingue. Et si tu devais résumer ton aventure globale là maintenant en une seule phrase, ça serait quoi? Je vais pas être très original, je vais reprendre la leur. N'oublie jamais de rêver. Cette phrase, elle est magique, elle est sincère. Et... Mais je rajouterais quand même, mets les choses en place pour y arriver. C'est bien de rêver, mais si on fait que de rêver, ça sert à rien. Il faut essayer de réaliser ses rêves. Eh ben écoute, merci Nancy pour ce beau témoignage, ce beau partage. Ce que tu viens justement de nous partager, c'est une histoire profondément humaine. Tu as prouvé qu'on peut partir de zéro, de décider de se reprendre en main, de faire quelque chose d'extraordinaire pour soi. Le désert pour toi, c'était pas qu'un défi, c'est aussi un symbole d'une nouvelle vie, d'un nouvel engagement, d'un message fort à celle que tu étais avant. Regarde, je l'ai fait. Et c'est ça le plus beau. Tu n'étais pas une grande sportive, tu avais tes peurs, tu avais tes doutes, tu avais tes habitudes, mais tu as osé. Donc pour les personnes qui regardent ou qui nous écoutent et que vous sentez que vous êtes voilà, que vous avez besoin d'un tournant dans votre vie, d'un vrai challenge qui vous reconnecte à vous-même, et ben souvenez-vous de ce beau partage de Nancy, parce que à 40 ans, elle n'a pas couru après le temps, au contraire, elle l'a rempli de sens. Je sais pas si tu veux rajouter une dernière petite chose, Nancy.
pour nos auditeurs et nos auditrices. Euh, Comme au jeu, hésiter, c'est y aller. Donc si vous hésitez, c'est qu'il faut y aller, tout simplement. Foncez. Ouais, super. Bah, merci beaucoup.